Puis c'est bon, mais bienvenue tout le monde. Donc, c'est Stéphane Groslot. Je vais parler d'élevage et d'environnement aujourd'hui. Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà entendu parler de problèmes liés à l'élevage et l'environnement? Oui. Quelques personnes? OK. Ben, c'est ça. Donc, on va faire un tour. La présentation, c'est vraiment là-dessus, c'est quoi le problème. Mais dans le cadre de ma présentation, ça va être un peu plus c'est quoi les problèmes, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, on va faire un aperçu quand même, parce que c'est dur d'aller dans les détails et tout ça, mais quand même, ça va vous donner plein de pistes si vous avez le goût d'approfondir. Il y a de plus en plus de documentation, donc c'est facile d'en savoir plus. Donc, par où commencer? C'est souvent ça, la problématique, l'élevage et l'environnement. C'est quand même large. Et un des enjeux, pourquoi il y a un problème, entre autres, ça peut être lié à la base, c'est au fait qu'on est beaucoup d'humains. À la base, on est une population qui est en croissance quasiment exponentielle. On est rendu à peu près 7 milliards 400 000 habitants sur la planète. Donc, ça fait beaucoup de monde. Donc, tout ce monde-là mange, se loge, se déplace, etc., qui fait que ça met une pression énorme sur l'environnement. Et lié à ça, justement, c'est que tout ce monde-là qui mange, en fait, on dit qu'on va avoir une population de 9 milliards en 2050. Ce que ça va avoir comme conséquence, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation en vert, c'est la population, et la consommation de viande, c'est en rouge. Donc, on parle souvent du problème, oui, il y a beaucoup d'humains, il y a trop d'humains, mais c'est que le problème est décuplé quand tous ces gens-là mangent de la viande, et surtout ce qu'on voit, pourquoi il y a une aussi grande augmentation, c'est que les pays en développement, les pays comme la Chine, qui commencent à avoir un revenu plus élevé, commencent à manger plus de viande. De plus en plus de pays veulent manger autant de viande que les pays riches, ce qui fait qu'il y a une augmentation énorme. Nous, dans nos pays, les pays du Nord, si on peut dire la consommation de viande n'augmente pas vraiment. C'est plutôt les pays qui n'en mangeaient pas beaucoup qui commencent à en manger un peu plus quand ils s'occidentalisent. Ce qui fait que c'est vraiment ça, une des grosses problématiques, c'est l'augmentation principale, oui, de la population, mais c'est particulièrement l'augmentation de la consommation de viande qui nécessairement implique d'élever plus d'animaux. Et pour savoir un peu qu'est-ce que ça représente, cette consommation-là ou le nombre d'animaux, il y a un graphique, on va falloir doubler la quantité de viande d'ici 2050. Donc, ça va être encore plus important au niveau des ressources, l'impact que ça va avoir. Et bon, pour illustrer ça un peu, il y a en fait Richard Richardson qui s'est basé sur les données de Vaclav Smil. En fait, lui, il a fait des études pour essayer d'évaluer l'impact sur la biosphère des humains. Et il a essayé d'évaluer si on ramène les humains en poids, donc si on regarde la biomasse. Donc ça, c'est un graphique qui illustrait le nombre d'humains. Donc chaque petit carré, c'est 1 million de tonnes. Donc, ce serait le poids des humains sur la planète. Ça, c'est le poids des animaux qui sont associés aux humains. Ça peut être animaux d'élevage, animaux de compagnie. En fait, donc, tout ça, c'est le poids sur la planète de l'humain et de ces animaux qui élèvent. Si on compare ça au poids ou la biomasse des animaux sauvages, c'est ça. Donc, on voit que la place, le poids, ça inclut les rhinocéros, éléphants, etc. Donc, vraiment, les animaux sauvages, c'est minuscule rendu à notre époque comparativement à tout le poids des humains. Donc, au niveau des statistiques, c'est au niveau du poids, c'est à peu près 30% du poids, c'est des humains, 66% c'est des animaux d'élevage et de compagnie, puis il reste un petit maigre, il ne fait même pas 3% pour la diversité d'animaux sauvages. Donc, c'est comme si l'humain occupait 97% du poids de la planète, ce qui est énorme. Pour vous donner une idée de l'évolution, il y a 10 000 ans, en fait, l'humain n'était même pas 1%, il était 0,1%. Et plus les années ont passé, on est rendu en 2000, ça nous donne une idée quand même. Le bleu, c'est les animaux domestiques, le rouge, c'est les humains. Donc, on voit la tendance que les animaux sauvages diminuent et la place de l'humain, ça prend la place. Donc, c'est énorme.
Et si on veut le ramener, parce que tous ces animaux-là et ces humains-là ont besoin de superficie, ont besoin d'espace pour vivre. Donc si on ramène ça à l'échelle de la planète, on dit à peu près 34% des terres sont occupées pour l'agriculture. Donc, toutes les terres émergées, c'est 34% de ça qui sert à l'agriculture, et de ces 34%-là, ben, il y en a 80% qui sert à l'élevage. Donc, la grande partie de l'agriculture et des terres occupées pour l'agriculture, ça sert à l'élevage. Et évidemment, si on occupe autant de superficie que ça a un impact sur les espèces qui sont sauvages. Comme on l'a vu, la biomasse diminue, mais en fait, on estime qu'au niveau du taux d'extinction, c'est à peu près 100 fois supérieur à un taux d'extinction naturelle. C'est pas pour rien qu'on dit, comme Hubert Reeves le ramène souvent, on est rendu à la 6e extinction massive. On est en train d'exterminer les espèces sauvages parce que l'humain occupe trop d'espace. Et pour évaluer ça, entre autres, je vous inviterai, si vous avez le goût, si le sujet vous intéresse, le World Wildlife Fund, le Fonds mondial pour la nature, fait un rapport à tous les 4 ans, le rapport Planète vivante, où ils ont plein de petits points, c'est des populations qui surveillent, qui vont évaluer, et ils font un suivi et pour voir comment évolue la planète, c'est quoi l'état de la planète, l'état de la biodiversité. Et ce qu'on, évidemment, depuis 1970, puisqu'on commençait à faire tout ce répertoriage-là, ils vont observer qu'il y a à peu près 58% de diminution de la biodiversité. Donc, il y a des espèces qui disparaissent, des espèces qui sont en péril. Donc, ça, c'est vraiment le Fonds mondial pour la nature, le rapport Planète vivante, c'est vraiment riche comme source d'information. Pour en savoir plus là-dessus. Et ce qui répertorie, entre autres, ben, c'est sûr, dans tous ces impacts-là, oui, il y a le suivi des populations sauvages, mais il y a aussi, bon, c'est quoi l'impact des humains? Par exemple, on voit ici la perte de biodiversité au niveau des forêts tropicales. Donc, on fait de la déforestation, on voit l'augmentation qui se produit, et ben, les forêts tropicales, c'est à peu près 50% des espèces animales qui habitent là. Donc, il y a une richesse, une diversité énorme dans les forêts tropicales. Puis, présentement, avec le taux de déforestation, il y a à peu près, on estime à peu près à 130 espèces par jour qui disparaissent. Et bon, on parle, ben, les forêts amazoniennes, c'est là, les forêts tropicales, il y a énormément de richesse. On sait, on en parle quand même, en tout cas, moi j'entends souvent parler qu'il y a beaucoup de déforestation. 91% de la déforestation qui est produite en Amazonie, c'est pour produire du soya pour nourrir du bétail ou pour faire des pâturages pour l'élevage. Donc, l'agriculture est une des forces principales qui va créer la déforestation en Amazonie. Et c'est pas juste en Amazonie quand même que ça se produit. Même ici, au Canada, il y a de la déforestation qui se produit encore. Et l'agriculture, on le voit en vert, c'est une des sources quand même principales de déforestation, même ici aussi. Et cette déforestation-là, ben, ça représentait en 2010 avec au-dessus de 45 000 hectares. Puis cette déforestation-là a quand même des impacts même sur les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on dit que le déboisement, la conversion de forêts en champs ou en autre chose, fait qu'il y a des grosses émissions de gaz à effet de serre, 2% liés au déboisement, et vu 41%, c'est quasiment 1% des émissions de gaz à effet de serre canadiennes qui sont liées à l'agriculture et en grande partie l'élevage, parce qu'une grande partie, la majorité de nos superficies sert à cultiver des aliments pour les animaux ou faire du pâturage. Donc, toute cette utilisation des terres-là, c'est en même temps une problématique parce que c'est pas la meilleure façon, c'est pas la façon la plus efficace de produire des aliments. Et justement parce que l'élevage requiert au niveau superficie à peu près 4,5 fois plus de superficie que si on cultive des végétaux pour se nourrir. Donc, manger des produits animaux, ça veut dire ça implique une plus grande superficie de culture. Pour l'illustrer avec quelques exemples, c'est sûr qu'au niveau du le bœuf, entre autres, c'est tout l'élevage des ruminants, c'est particulièrement
demandant au niveau de superficie. Donc on voit au niveau du bœuf que c'est vraiment ça qui demande le plus de superficie. Puis plus qu'on va vers les végétaux, ben, ça demande moins de superficie de culture pour une certaine quantité. Et tous ces animaux-là, on les nourrit. Donc le grain qui est produit pour la consommation humaine ou animale, en fait, les animaux occupent beaucoup de place pour les pâturages, mais ils ont besoin aussi de beaucoup de grains, et c'est à peu près 36% de la production mondiale de grains qui sert à nourrir les animaux. Donc, dans les superficies qui sont utilisées pour l'agriculture, il y a une grande partie pour le pâturage, puis une grande partie du grain qui est produit sur les autres terres sert aussi à nourrir les animaux. Et le ratio, justement, d'efficacité, donc si on prend du grain pour nourrir les animaux plutôt que de nourrir des humains, ben là, on se ramasse avec d'autres conséquences. Puis souvent, on dit, ben le soya, ça va servir à... Les humains en mangent, mais les humains, on n'en mange pas tant que ça, du soya. La grande partie, ça sert à nourrir les animaux. Il y a peut-être juste 4% de la production de soya qui sert pour les humains. Mais il y a une très grosse proportion du soya, une grande production, mais c'est pour les animaux. Et au niveau du grain, au niveau du bœuf, par exemple, ben, ça prend 13 livres de grain pour produire 1 livre de bœuf. Ce qui fait qu'on a une grande perte d'efficacité, il y a un gaspillage de ressources très important à ce niveau-là. On peut l'illustrer aussi si on regarde au niveau de protéines, par exemple. Si on donne des protéines à manger à des animaux, ben, on récupère seulement une partie des protéines au niveau de la viande. Donc ça, c'est plus une illustration de la quantité de protéines qu'on obtient, donc qu'on compare en fait. Pour le bœuf, par exemple, ben, toutes les protéines qui vont être données à manger, il y en a 95% qui sont perdues dans le processus de digestion, de vie de l'animal. Donc, plutôt que manger directement, ce qui serait plus efficace, ben là, on perd, à chaque étape de transformation, on perd une partie des protéines et des calories. Et toute cette nourriture-là qui est donnée aux animaux, eh bien, c'est souvent des monocultures. Il n'y a pas une grande diversité qu'on donne aux animaux. Ça peut être soya, maïs, peut-être un peu d'orge, quelques grains, mais c'est généralement des grosses monocultures. On le voit très bien partout autour de Montréal ou dans la Montérégie. Il y a des grandes monocultures et ça a des grosses conséquences au niveau de l'environnement, mais aussi, on se rend compte que la majorité des OGM sont utilisés dans l'élevage. Donc, parce que si on prend le niveau du soya, par exemple, ou souvent ça va être du bio que les gens vont consommer, ou du non-OGM. Mais donc, la grande partie des cultures pour les animaux, qui sont maïs grains, soya, un canola qui est au niveau le tourteau. Donc, une grande partie, c'est des OGM et c'est des monocultures. Donc, ça a des grosses conséquences, les monocultures. Entre autres, tous les grains à peu près utilisés en monoculture sont enrobés d'une petite poudre. On voit les couleurs sur les grains, sur l'image n'est peut-être pas aussi bonne à cause de l'éclairage, mais donc il y a vraiment la poudre qui est utilisée pour enrayer comme un antifongique ou bon, différents pesticides qui sont mis autour des graines. Entre autres, il y a des néonicotinoïdes, on en entend parler de plus en plus parce que ça a été démontré qu'il y a un impact sur les abeilles. Donc tout le problème sur les abeilles, c'est en grande partie lié à ces pesticides-là qui se ramassent dans les cours d'eau, dans les flaques d'eau, puis les abeilles, quand ils vont boire, ben, ils consomment du néonicotinoïde, puis là, ça affecte leur système nerveux. Donc, c'est quand même très lié. On fait une grande monoculture pour les animaux, avec quelques cultures, avec des pesticides, puis ça a un impact sur la faune et la flore. Mais aussi, tous les OGM, présentement, qui sont cultivés, c'est des plantes qui ont été développées pour résister à un pesticide, le Roundup, un herbicide. Donc, l'herbicide va tuer tout sauf la plante qui a été modifiée génétiquement. Et maintenant, ben, ça a été... il y a encore un débat, mais je trouve qu'il y a beaucoup de lobby derrière aussi, mais le glyphosate ou le Roundup serait considéré comme cancérogène probable. Mais ça, on répand ça à grande échelle. Puis à quel point c'est toxique, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'Indiens qui vont se suicider en buvant un peu de Roundup parce que souvent il y a des problématiques au niveau de l'agriculture, etc. Ce qui fait que c'est vraiment un produit toxique qu'on répand à grande échelle. Puis on a vu une augmentation depuis que les OGM sont cultivés à grande échelle, il y a eu une augmentation de l'utilisation de ce pesticide-là.
Puis aussi, ben, ce qu'on voit apparaître, entre autres, avec les monocultures, les pesticides, ben, c'est des super mauvaises herbes, des plantes qui résistent maintenant aux herbicides ou des problématiques que la plante qui est résistante l'année suivante, elle devient une mauvaise herbe. Il y a plusieurs problématiques liées à tout ça. Mais il y a aussi l'empreinte en eau, parce qu'on parle souvent, on entend, bon, il faut réduire l'utilisation d'eau, on va économiser l'eau en faisant dans le robinet, etc. C'est très bien, mais la majeure partie de l'utilisation de l'eau qu'on fait, sans que ce soit directement utilisé, c'est par notre alimentation. Et encore là, ben, les produits animaux sont ceux qui requièrent le plus d'eau, sans que ce soit de l'eau directement bu par les animaux, mais que ce soit dans l'utilisation d'eau pour irrigation, pour produire le grain ou pour à différentes étapes du processus. Mais les produits animaux sont encore ceux qui ont une empreinte eau la plus importante. Et on peut justement faire un petit comparatif avec le soya par rapport aux produits laitiers, par exemple. Par rapport au lait, ça a été évalué dans plusieurs pays, le comparatif de la production de lait dans plusieurs pays par rapport au lait de soya. Et le lait de soya demande beaucoup moins d'eau que les différents laits animaux. Aussi, puis c'est encore plus marqué au niveau d'un burger de soya qui pourrait remplacer un burger de viande. Ben, c'est à peu près 7 % de l'eau qu'on a besoin pour un burger de soya par rapport à un burger fait avec des produits animaux, du bœuf en particulier. Donc, on voit que si on veut économiser l'eau, si l'eau nous préoccupe, ben, aller plus vers les végétaux, ce serait une autre source, un autre geste qui pourrait aider. Et on parlait de toute la quantité d'animaux d'élevage, mais évidemment, ça produit énormément d'excréments. Une vache peut produire jusqu'à 120 livres de fumier par jour, ce qui équivalent peut-être 20-40 personnes. Ben, comment on le gère, ce fumier-là? Il y a des conséquences, souvent il y a des rejets, etc. Et il y a d'un côté le fumier qui va être épandu sur les terres, qui est un engrais, et aussi il y a toute la consommation d'engrais pour les cultures, monocultures en particulier. Donc on voit encore là une grosse augmentation les dernières années d'utilisation d'engrais chimiques. Donc ce cocktail-là qu'on met sur les terres, c'est sûr que ça va avoir des conséquences sur les cours d'eau, une pollution. Il y a toujours du lessivage, il y a toujours de l'eau qui va ruisseler vers les cours d'eau et sinon dans les nappes phréatiques. Donc ça va avoir des conséquences évidentes sur la qualité de l'eau. Souvent, ça va favoriser la croissance des algues. On parle des fois des algues bleues-vertes ou les cyanobactéries ou plusieurs problématiques ou l'eutrophisation des cours d'eau parce qu'à cause de tout ce cocktail d'engrais, de nutriments, ça fait en sorte qu'il y a moins d'oxygène dans l'eau, puis là, on est en train de tuer, entre guillemets, nos cours d'eau. Et c'est sûr que par aussi tout ce qui est fumier, le fumier, quand il est épandu, il n'a pas été composté, il est épandu souvent sous forme un peu liquide, donc ça va pouvoir couler, il y a toujours des contaminants, que ce soit des E. coli ou des salmonelles dans le fumier, donc qui peut se ramasser dans les cours d'eau ou dans les puits, donc il y a quand même une conséquence là-dessus au niveau de notre santé directe aussi. Donc plusieurs conséquences de l'épandre comme ça à grande échelle des fumiers et des engrais aussi. Un autre conséquence de l'élevage à grande échelle, et même les élevages en batterie en particulier, au Canada, c'est 78 % des antibiotiques qui servent à l'élevage. Donc la plus grande partie de l'utilisation des antibiotiques et des médicaments, ça sert à l'élevage. Entre autres, on dit qu'on ne met pas d'hormones, souvent il n'y a plus de bœuf aux hormones, bon, sauf que les antibiotiques, des fois en prévention, se rendent compte que ça favorise la croissance. Donc finalement, on en donne davantage aux animaux parce qu'il y a une petite croissance qui est stimulée. Donc cette surutilisation des antibiotiques, il y a des résidus dans les excréments, dans la viande, mais aussi c'est que ça favorise le développement de bactéries qui vont être résistantes. Donc pour notre santé, pour la santé de l'environnement, ça peut avoir des conséquences aussi. Tout cet élevage-là, cette utilisation d'antibiotiques-là. Il y a un aspect que je n'ai pas encore parlé qui est très présent quand même dans l'actualité, c'est les gaz à effet de serre. Évidemment, on sait qu'il y a une augmentation du dioxyde de carbone depuis les années 1900 particulièrement. Donc ça augmente beaucoup.
Et une des sources très importantes de ces émissions de gaz à effet de serre, c'est l'élevage. Quel est le pourcentage de responsabilité de l'élevage? C'est pas clair. Selon les années, vous voyez, on moment dans la FAO avait sorti en 2006 Livestock on Shadow qui disait 18% des émissions de gaz à effet de serre mondiales étaient liées à l'élevage. Quelques années après, il y avait le World Watch Institute qui avait sorti 51. Puis par après, il y a la FAO dans un autre rapport qui est rendu à 14,5. Le chiffre n'est pas exact. C'est flou, j'en parle un peu. Il y a différentes raisons pourquoi le chiffre, il n'y a pas une entente, les gens ne s'entendent pas. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en tout cas, si on va vers le minimum, qu'on dit 14,5, c'est quand même plus que la question des transports. Là, les transports on estime à 14. Donc, c'est sûr que l'élevage, ça a des grosses conséquences au niveau des émissions de gaz à effet de serre, et particulièrement au niveau du méthane qui est émis par les animaux. Mais ça, c'est la nouvelle façon, c'est le plus récent, ils ont changé, c'est un peu plus compliqué à faire. Ils ont mis FOLU, à faire, c'est ça qui inclut l'agriculture et la foresterie. Donc, ils ont mis ça dans le même paquet parce que le déboisement est inclus un peu là-dedans. Donc si les chiffres un peu plus récents qu'on a, ben en fait, l'élevage contribue pour 60% de la section de l'agriculture et foresterie. Bref, au final, c'est à peu près 15% selon les derniers chiffres du GIEC, le groupe de recherche sur les changements climatiques. Donc, à peu près 15% dans ce cas-là qui serait lié à l'élevage. Dans ce cas-là, au niveau de la zone ici, mais ce qu'on ne dit pas, par exemple, c'est que quand on regarde les chiffres de gaz à effet de serre, on dit au Québec ou mondialement, l'agriculture est responsable de cette zone-là. Mais ça, on passe sous silence toute la question du transport puis d'autres aspects. Tout ce qu'on calcule dans une zone agricole comme ça, quand on dit les chiffres de gaz à effet de serre émis par l'agriculture, c'est seulement les émissions qui sont liées directement aux animaux, que ce soit le méthane lié au processus de digestion ou à la gestion des excréments fumiers. Tout ce qui serait lié à le transport des animaux, le déplacement, la gestion de la production des engrais qui rentrent plus dans le processus industriel, ça ne rentre pas là-dedans. Donc on sous-estime énormément le secteur de l'agriculture au niveau des gaz à effet de serre, même si déjà c'est élevé, on le sous-estime parce qu'on met dans d'autres catégories des aspects qui sont liés à la production agricole. Par exemple, les tracteurs, ça ne rentre pas dans l'agriculture, ça rentre dans le transport. Donc, on sous-estime l'impact de l'agriculture présentement. C'est ça, donc entre autres, ici je l'explique. Donc, machinerie agricole, énergie, le chauffage, séchage du grain, transport des intrants, il y a beaucoup de transport des animaux, de la maternité à l'engraissement, la finition, puis l'abattage. Donc, tout ce transport-là de denrées animales n'est pas comptabilisé, puis les extraits non plus. Donc, il y a beaucoup de sous-estimation, puis ça, c'est au niveau de comment on catégorise les choses, puis on sous-estime aussi l'impact du méthane. Parce que le méthane, en fait, quand on fait les calculs pour dire, bon, on émet tant de gaz à effet de serre au niveau de la planète, bien, on essaie de tout ramener à un équivalent en CO2. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de CO2, équivalent CO2. En tout cas, on essaie d'évaluer, le méthane est un gaz qui a beaucoup plus d'impact sur l'atmosphère que le CO2 des voitures, parce que le méthane, c'est une propriété de capturer encore davantage les rayons solaires au niveau de la planète. Donc, on l'évalue, puis on dit, bon, ben, le méthane va probablement avoir un équivalent de 20 CO2. Donc, une tonne de méthane va équivaloir à peu près à 20 tonnes de CO2. Mais ça, c'est des conventions que les gens se font au niveau de la planète. On sait que le méthane dans l'atmosphère dure environ 12 ans, mais quand ils ont eu des ententes au départ entre les pays pour savoir comment on va l'évaluer, bien, il y avait des propositions qui avaient été faites. On va dire, bon, est-ce qu'on estime que le méthane va être calculé sur 500 ans, ou sur 100 ans, ou sur 20 ans? Donc, c'était un peu des conventions qui essayaient de se donner.
Et ce qu'ils ont retenu, c'est sur 100 ans. On va dire le méthane, on va évaluer son impact sur 100 ans. Alors qu'il y a un impact plus à court terme que ça, puis très intense. C'est juste qu'il ne t'offre pas très longtemps dans l'atmosphère. Mais en faisant ça, en disant que le méthane, on va l'évaluer sur 100 ans, c'est qu'on réduit son impact maintenant. On sous-estime son impact réel. Puis ça fait que ça influence tout le rapport dans l'atmosphère, en fait, quand on fait nos calculs. Ça beaucoup plus valide, c'est de prendre le méthane sur une période de 20 ans qui équivaudrait à 1 tonne de méthane vaut 72 tonnes de CO2, c'est beaucoup plus réel qu'une tonne de méthane vaut 25 tonnes. Parce que quand on fait, ça devient une question de proportion. Regardez la partie pâle ici. Si on met le méthane sur 20 ans, au lieu, comme là on fait 100 ans, bien, le méthane, ici, a une beaucoup plus grosse proportion qu'ici quand on met le méthane sur 100 ans. Donc ça influence les politiques gouvernementales, ça influence les décisions qui sont prises en se disant « Ah, le méthane, c'est pas si important, c'est juste le quart, c'est le CO2 important. » Mais non, malheureusement, si on l'évaluait d'une autre façon, le méthane, on verrait que oh non, le méthane est très important, et c'est lié à quoi le méthane? C'est en grande partie lié à l'agriculture. Donc, ça aurait des impacts sur les politiques agricoles. Donc, c'est pour ça que quand je disais tantôt au niveau des chiffres, combien vaut l'élevage au niveau de la planète, il y a plein d'enjeux comme ça sur comment on évalue l'impact des gaz émis par les animaux. Et au niveau des chiffres, encore là, pour montrer à quel point il ne faut pas se fier trop aux chiffres, il faut creuser derrière. L'évolution mondiale des émissions de gaz à effet de serre, la proportion de chacun. Le vert, c'est l'agriculture. Si on se fie à ce graphique-là, ben finalement, l'agriculture a de moins en moins d'impact avec les années au niveau de la planète. Comme s'il y avait comme moins de place, mais il ne faut pas se fier juste au pourcentage, il faut se fier que à la production, si on regarde plutôt la production absolue, comme il y avait 39 gigatonnes de CO2 qui étaient émises en 1990, il y en a 49 maintenant. Donc, il y a vraiment une augmentation de l'émission de gaz à effet de serre liée à l'agriculture au fil des années, mais le pourcentage diminue parce que les autres augmentent, entre autres le CO2. Donc, la proportion diminue, mais la quantité augmente quand même. Puis ça, c'est lié, entre autres, si on avait fait un calcul plus sur le méthane, on verrait que le CO2 aurait moins d'impact un peu. Donc, beaucoup de chiffres graphiques, mais ce qui est important de retenir, c'est que l'élevage émet beaucoup de gaz à effet de serre et on sous-estime présentement l'impact de l'élevage sur les gaz à effet de serre. Puis moi, j'avais fait des calculs il y a quelques années au niveau du Québec, parce qu'au Québec, l'industrie laitière, c'est une des principales sources c'est une des principales industries agricoles. Et au Québec, on a 40% des vaches canadiennes qui se retrouvent ici. Donc, c'est sûr que ça émet énormément de gaz à effet de serre et on a intérêt peut-être à ce qu'on ne soit pas trop visible non plus dans les chiffres que tout ce méthane-là émis par les animaux, ben, il y a beaucoup de conséquences. Mais j'avais fait des calculs, justement, j'avais recalculé le méthane sur 20 ans, puis on voyait qu'au lieu d'être ça date de quelques années, mais c'est quand même assez valide, à l'agriculture, au lieu d'être 9% comme les chiffres officiels, ça tombait plutôt à 15% des émissions québécoises. Donc, on voit que quand on réévalue le méthane, ça a une grosse proportion parce que c'est les animaux qui émettent beaucoup de méthane. Puis ça faisait que moi, j'avais essayé de ramener aussi mon transport, essayer de faire des calculs pour voir comment on attribue à l'agriculture ce qui va à l'agriculture. Mais aussi, quand même, parenthèse sur les déchets, c'est les sites d'enfouissement. Donc, au Québec, une des grosses sources de méthane, c'est les sites d'enfouissement qui... donc, le compostage, ce serait vraiment important qu'on instaure ça obligatoirement partout. Là. Donc, en fait, ça revient quand même à deux choix personnels. Là. Ce qu'on jette aux déchets, puis ce qu'on mange, c'est les deux principales sources de méthane. Puis donc, spécifiquement sur les gaz à effet de serre liés à certains produits, par calorie, si on regarde les différents aliments, ça revient à ça encore que tous les produits d'élevage émettent plus de gaz à effet de serre que les autres végétaux.
des fois, on va dire, ah, ben, il faut manger local, par exemple. En mangeant local, on va vraiment aider au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Oui, un peu, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est manger des végétaux. Ensuite, si on peut les manger local, au niveau des gaz à effet de serre, c'est vraiment ça. En vert, c'est la quantité de gaz à effet de serre liée à la production. Et en orange, c'est lié au transport ou à la gestion des récoltes. Ce qui fait que le transport, c'est pas beaucoup au niveau de la proportion de gaz à effet de serre émis lié à un aliment. C'est vraiment la production. Mettons, si l'animal il respire longtemps, tout ce qu'il mange, mais cette production-là, c'est ça qui émet les gaz à effet de serre, beaucoup plus que le transport. Donc, le transport, c'est secondaire si on voulait vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est sûr que l'idéal, c'est de manger local, bio, végétal, mais c'est juste pour relativiser toute l'emphase qu'on met sur le manger local. Ce n'est pas nécessairement la priorité qui devrait être faite. Puis juste au niveau du pétrole, en fait, ça revient encore à des chiffres où ça prend 25 fois, en fait, ça prend 25 calories de combustible fossile pour produire une calorie de viande, alors que ça prend 2,5 calories de combustible fossile pour une calorie de végétaux. Donc, au niveau de l'utilisation de pétrole, ben, ça en prend moins quand on mange des végétaux. Donc, en général, c'est peut-être 11 fois plus d'énergie fossile pour produire de la chair animale. Donc, des fois, on pourrait dire, bon, ben, OK, les animaux terrestres, on pourrait peut-être aller plus vers les animaux marins pour s'alimenter, si on veut réduire. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de prises. En fait, il y a vraiment beaucoup de problèmes liés à la pêche. Il y a une surpêche. En fait, on voit vraiment l'augmentation de la pêche qui s'est produite les dernières années. Mais déjà, tous les stocks de poissons sont soit surexploités, soit complètement exploités. Donc, il n'y en a presque plus qui ne sont pas beaucoup exploités. Donc, il y a déjà une surutilisation des ressources marines. Donc, il ne faut pas se tourner vers ça pour essayer de s'alimenter. Donc, 31% des stocks de poissons évalués sont pêchés à des niveaux biologiquement insoutenables. Donc, on pêche plus vite qu'il y a un renouvellement de la ressource. Et ça a sorti cette semaine une nouvelle étude qui montrait qu'on sous-estime les pêches qu'on fait, la récolte qu'on fait. Donc, ça vient de sortir encore là. Donc, tout ça, c'est probablement sous-estimé encore. Donc, c'est problématique. Donc, ça, c'est au niveau de la pêche. Et il y a aussi les méthodes de pêche, comme le chalutage, où c'est des gros bateaux qui vont tirer des gros filets, qui vont ramasser tout ce qu'ils peuvent, puis ils vont extraire certaines prises, certains poissons qui ont une valeur commerciale, et rejeter le reste. Donc, souvent, ils vont frotter le fond des mers, ou sinon, ils vont ramasser plein d'affaires, il va y avoir plein de prises secondaires qui vont être juste détruites parce qu'il y a quelques poissons qui ont une valeur commerciale. Donc ça commence à être interdit en Europe, présentement. Sauf que ça se fait quand même dans plusieurs autres pays et ça a des grosses conséquences sur tout l'écosystème marin. Donc si la pêche en mer et océan, c'est problématique, est-ce que l'aquaculture, ce serait mieux? Souvent, c'est des alternatives qui vont être promues, mais en fait ce qu'on constate, je pense que je n'ai pas le graphique, mais présentement, il y a vraiment beaucoup de la consommation de poissons qui vient de l'aquaculture. Mais il y a énormément de problèmes liés à ça aussi. Entre autres, une grosse partie de l'aquaculture se fait en pleine mer. Donc, il y a plein de conséquences, des poissons qui s'échappent, ou tous les excréments, parce que c'est des milliers de poissons millions plutôt, qui sont dans un petit enclos. Tous les excréments s'accumulent au fond, donc ça fait des zones qui sont... encore là, c'est des nutriments, donc ça crée des zones qui sont mortes parce qu'il y a plus d'oxygène, c'est trop riche comme si le fond marin est rempli d'excréments. Et une autre problématique qui est quand même surprenante, c'est que pour nourrir une grosse partie de ces poissons-là, on leur donne du poisson. Donc une grosse partie des captures en mer servent à nourrir les poissons d'élevage. Donc, même avec l'aquaculture, on a des conséquences sur les poissons sauvages. Donc, est-ce que le poisson, c'est pas idéal non plus donc, comme alternative? Est-ce que les petits élevages locaux seraient une alternative? Malheureusement, les petits élevages locaux
ont plus d'impact au niveau des gaz à effet de serre et au niveau des ressources que les élevages intensifs, ce qui est triste. Mais parce que les animaux vont généralement en vivre plus longtemps, ils vont bouger plus, ils vont consommer plus, ils vont émettre plus de gaz à effet de serre. Donc au final, il y a soit plus d'impact environnemental pour des petits élevages locaux extensifs en liberté que des élevages industriels. Donc c'est vraiment pas l'alternative. Surtout que si on voulait tout convertir les grands élevages en petits élevages, on aurait besoin de plus de superficie encore. Donc c'est pas en gardant le même niveau de consommation de viande, mais en faisant d'autres types d'élevages qui vont aider les émissions de gaz à effet de serre et l'environnement. Donc, il y a plusieurs pays qui ont fait des études pour évaluer quel régime alimentaire serait le plus efficace au niveau des gaz à effet de serre. Ça, en Angleterre, bon, il y avait, les études ont montré que c'était en mangeant végétalien, vegan, qu'il y avait le moins d'émissions de gaz à effet de serre. La même chose, c'est produit aux États-Unis, où ce qu'on voit les différentes quantités de viande, bœuf, le bleu, c'est le poulet, les produits laitiers. Donc, plus on va vers juste des produits végétaux, moins on émet de gaz à effet de serre par personne. La même chose ici, encore dans une autre étude aux États-Unis, en comparant juste régime omnivore, végétarien, végétalien. Donc, c'est encore là plus efficace au niveau des gaz à effet de serre. Et l'Italie aussi a fait la même chose. Donc, on voit que peu importe le pays, les résultats sont toujours similaires. On voit même ici un comparatif même du bio et du non-bio. Puis manger bio, végétalien est encore mieux que de manger non-bio. Donc, c'est au niveau des gaz à effet de serre. Donc, ce serait une des solutions, manger végétalien. Mais sinon, la solution générale, c'est qu'il faut avoir moins d'animaux d'élevage. Ce serait vraiment ça la solution, pour libérer de l'espace, pour émettre moins de gaz. Et ça joue, c'est sûr, à plusieurs niveaux, au niveau du consommateur, au niveau des agriculteurs, des compagnies qui font la transformation et de la vente, et au niveau des politiciens ou des politiques gouvernementales. À titre individuel ou consommateur, bon, ben, c'est sûr que le défi vegan est une bonne façon de commencer, puis d'essayer de faire un pas vers manger moins de produits animaux. Quelques petits trucs aussi, si ça vous tente, tantôt, je ne sais pas si vous connaissez, guide alimentaire végétal. Vous pouvez en prendre, j'en ai ici. C'est fait par l'Association végétarienne de Montréal. C'est vraiment intéressant, ça donne un guide pour justement qu'est-ce qu'on devrait manger. Si vous avez un téléphone intelligent, je vous invite vraiment à installer l'application de Dr. Michael Greger, qui est le Daily Dozen. Il a écrit un livre récemment, c'est How Not to Die, donc comment ne pas mourir. Puis, il a extrait de tout ça les 12 aliments que chaque jour on devrait manger. C'est vraiment facile de faire un suivi chaque jour. Est-ce que j'ai les bonnes portions pour être en santé? Puis, en remplissant ça, ben, on sait qu'on va avoir une alimentation équilibrée. Et c'est des recettes, entre autres, j'invite à peut-être voir le site de Les Cuisines de Jean-Philippe. C'est comme des petites vidéos sur des recettes. Donc, si vous voulez apprendre à plus cuisiner, c'est vraiment une des super ressources qu'on a maintenant au Québec. Puis sinon, ben, c'est sûr que moi, je prône une réorientation de l'agriculture vers des cultures pour consommation humaine. C'est ça qu'on devrait cultiver au Québec, et non faire plein d'élevages de porcs, de vaches, etc. Surtout que c'est plus efficace par hectare, on peut produire plus d'aliments sur une superficie que si on a une culture, soit un élevage. Et on sous-estime énormément le potentiel québécois. On s'est plus orienté vers les élevages, mais il y a énormément de cultures qu'on peut faire. Il y a plein de légumes, des légumineuses, il y a plein de sortes, des arbres à noix, des arbres à fruits, petits fruits. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis souvent, on me dit, ah, mais dans les régions plus froides, où il y a juste du foin, où on peut juste faire de l'élevage. En fait, si on peut faire de l'élevage, on peut cultiver quelque chose pour les consommations humaines. Si on prend les bleuets du lac Saint-Jean, c'est pas une terre très propice à l'élevage, mais il y a des bleuets. Donc, il y a des choses qui peuvent être produites, ça, des petits fruits. Donc, il y a plein de choses. En particulier, des légumineuses qu'on aurait vraiment avantage à cultiver davantage parce qu'il y a un effet positif sur le sol. Ils vont chercher leurs nutriments directement dans l'air. Donc, au niveau des protéines que ça produit, donc c'est vraiment une chose qu'on devrait promouvoir davantage. Et la diversité de petits fruits qu'on ne connaît pas, surtout dans le sud, même ici, en tout cas,
à Mélanchier, Camérisier, Argousier, il y en a plein. On peut faire du raisin sans problème, il y a des sortes de kiwis qui poussent, des pêches, même des pruniers, abricots. En tout cas, il y en a vraiment plein. Il y a un gros potentiel, c'est juste qu'il n'y a pas nécessairement une volonté autant politique qu'agricole, où ça prend des gens qui ont un intérêt pour ça. Mais il y a plein de choses qu'on peut cultiver. Il y a un gros potentiel. Il y a aussi aller plus vers une agriculture végane, donc éviter d'utiliser des produits animaux dans l'agriculture, mais se baser sur des végétaux. Et il y a même le Vegan Society en Angleterre qui a fait un rapport Grow Green qui veut faire une agriculture plus de protéines, mais en cultivant du chanvre et des gourganes, entre autres, donc qui considèrent comme des plantes qui auraient vraiment avantage d'être cultivées plutôt que de faire des élevage. Et donc, il y a tout un mouvement quand même dans plein de réseaux qui prônent l'agriculture sans produits animaux, sans élevage, mais plus sur les végétaux. Donc, puis si on veut essayer d'encourager ça, ben c'est sûr que chacun de nous, on peut essayer d'acheter des produits, des végétaux bio, locaux. Il y a le marché de solidarité quand même ici à Sherbrooke qui serait une source d'aliments locaux. Mais sinon, ben si vous connaissez des agriculteurs, ou si sinon faites votre jardin aussi pour cultiver localement. Puis il y aurait peut-être une pression politique si vous avez des contacts pour essayer de faire en sorte qu'on arrête de subventionner l'élevage, mais qu'on encourage les nouvelles productions végétales. Puis ben, je vous laisse là-dessus sur différentes sources, entre autres le rapport Planète Vivante, ou sinon j'en ai pas parlé, je n'avais pas le temps, mais il y a toute la question de l'empreinte écologique, donc on peut évaluer toute une étude qui est faite à chaque 4 ans sur le poids qu'on a, chaque humain, au niveau de l'espace qu'on a besoin pour s'alimenter, se nourrir, se loger, etc. Donc c'est très intéressant. Donc, il y a quelques ressources. Cowspiracy, qui est une vidéo qui est quand même très intéressante sur l'aspect environnemental de l'élevage. Et donc des ressources comme ça. Ce serait ça pour un tour d'horizon de l'impact de l'élevage. Des questions? Merci d'abord.